Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur les différentes antennes des médias du groupe de presse Le Matinal. Merci de nous consacrer 90 minutes de votre précieux temps pour vous informer. Voici votre émission sociopolitique 4 sur table. Le 6 avril prochain, le président Patrice Talon aura bouclé exactement 2 ans à la tête du Bénin, 2 ans d'exécution d'un bail quinquennal. Le programme du numéro 1 béninois est-il en phase avec les aspirations de la jeunesse et du peuple béninois? Quel bilan peut-on établir de l'action gouvernementale? Quelles ont été, bien sûr, les faiblesses du chef de l'État pendant ces 24 mois de gestion à la tête du pays? Invité de ce numéro de 4 sur table, M. Jean Godonou, inspecteur d'action sanitaire, acteur politique, délégué agrégué de la coalition du Bénin en route. Il est également le secrétaire général de l'Union des travailleurs engagés du CNHU, unité CNHU. Merci de nous préférer, mesdames et messieurs. Sachez qu'à partir de 10h, vous pourrez intervenir avec le 65 00 24 24 et le 21 33 84 19. Envoyez des messages sur le 65 00 24 24 à partir de 9h45. Je salue les auditeurs de Nati Tengu, de Tchatchou ou encore de Kandi qui nous écoutent grâce à Urban FM de Parakou en synchronisation. Je salue également tous les téléspectateurs qui reçoivent ces images grâce à la caméra de Yessoufou, Semiat Yessoufou. Donc voilà, mais enfin, à tous ceux-là qui nous écoutent un peu partout dans le monde grâce à l'application Aussi FM 48.6 téléchargée dans le Play Store. Vous êtes donc plus de 20 000, mesdames et messieurs, en attente sur le site maintenant pour écouter cette émission. Je vous dis merci. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Bienvenue à vous tous. Voilà. Bien sûr, avec la technique Rock Botou-Hedo entouré, bien sûr, de toute l'équipe de la rédaction centrale de Océan FM. Monsieur Jean Godonou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, comment allez-vous? Ça va bien. Alors, je rappelle à toutes fins utiles, mesdames et messieurs, et pour tous ceux qui viennent bien sûr de nous rejoindre, que vous êtes donc inspecteur d'action sanitaire, acteur politique, délégué agrégué de la coalition Bénin en route. Alors, dites-nous, pour les profanes, voilà, ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est qui l'inspecteur d'action sanitaire? Merci, monsieur le journaliste. Je vous salue et je salue tous les auditeurs de votre radio. Pour répondre à votre question, l'inspecteur d'action sanitaire, c'est un paramédical, un infirmier diplômé d'État, une sage-femme diplômée d'État et autres personnes qui, après l'obtention de son diplôme d'infirmier diplômé d'État ou de sage-femme, a fait une formation, une spécialité. Vous êtes de quelle spécialité vous? Moi, je suis de la néphrologie. La néphrologie, c'est une spécialité médicale qui s'occupe des maladies du rein. Donc, je suis spécialiste des maladies du rein. C'est ça. Donc, c'est ça qui donne le titre d'inspecteur d'action sanitaire. Et je voudrais ajouter également que je suis un psychologue clinicien. Voilà. En plus de ça, dans votre présentation, vous disiez tout à l'heure que je suis le secrétaire général donc de l'unité CNHU. Bon, il faut un peu rectifier. Je suis le secrétaire administratif de l'unité CNHU. Voilà. Voilà donc la présentation, bien sûr, donc de l'invité de ce jour. Avant d'aborder donc les gros titres, bien sûr, de cette émission, parlons un peu donc de la santé, puisque vous êtes dans ce domaine-là. Le secteur, vous savez, est en ébullition depuis quelques temps. Vous êtes donc aussi syndicaliste. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure dans le secteur de la santé. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à la grève dans ce secteur? Merci, monsieur le journaliste. La grève dans le secteur de la santé, je pense que pratiquement, il n'y a plus grève parce que même l'intersyndicale, je crois, le fin 15 février dernier, avait déclaré qu'il n'y avait plus de motifs donc, pour aller en grève et je crois que ça a été publié. Maintenant, il faut un peu faire la chronologie donc des faits qui ont amené justement à suspendre cette grève ou à amener donc les travailleurs du système de la santé à aller en grève.
Mais vous savez que au temps du président Yahya Boni, il y avait eu beaucoup de grèves dans le système de la santé et ça a continué jusqu'à l'arrivée donc du nouveau départ qui a écouté les syndicalistes, qui a écouté les travailleurs et après plusieurs donc séances de négociation, il y a eu des accords qui ont été trouvés et des échéanciers même ont été donnés pour satisfaire aux revendications des travailleurs. Il y avait notamment les primes de rendement, les primes de motivation et d'autres choses, qu'on appelle-t-on le reversement qui traînait et vous savez pourquoi, à cause de notre administration. Donc on en était là quand le président de la République a formé une commission pour parler donc des réformes dans le système de la santé. Ce qui était louable et que tout le monde devait applaudir parce que c'est un secret de polichinelle aujourd'hui que le système de la santé, ça ne va pas. Son fonctionnement est pratiquement chaotique et n'arrange donc personne. Quand le chef de l'État a fait ça, les syndicalistes sont montés au créneau pour dire bon, ne nous étions pas associés, il n'y a pas donc les paramédicaux, le chef s'était entouré de ceux qui connaissent, et de ses amis. Mais le chef d'État a cédé donc à cette requête et a permis, par exemple à l'intersyndical du secteur de la santé, de désigner donc un représentant pour participer aux travaux donc de la commission. Donc, le représentant a assisté aux travaux, le temps que la commission a mis pour traiter de ces questions, il est resté tout le temps jusqu'à la fin. C'est ça. Un rapport a été produit, il a signé tout, et c'est à l'annonce donc des grandes lignes, donc des points qui sont contenus dans ce rapport que les syndicalistes sont encore montés pour dénoncer que non, on n'est pas d'accord, notamment la mise en concession du CNHU, que le représentant qui est allé là-bas, on ne lui a pas donné la parole, par exemple, et qu'il n'a pas été écouté, des choses qui sonnent mal parce que vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un envoyé là-bas qui a participé à tout, qui vous a représenté, et puis après vous dites que non, on lui a pas donné la parole, tout comme si là-bas il faut donner la parole forcément aux gens si toi-même tu ne demandes pas ou si tu n'apportes pas ta contribution à ce qui s'est fait. Et c'est comme ça a fait le tollé. Le chef de l'État, jamais la commission, on a traité le président de la commission et ses membres et le chef de l'État même de tous les noms. Eh oui, on veut acheter tous les hôpitaux, on veut vendre le pays, on veut vendre le système de la santé. Alors que nous tous, nous savons que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Au niveau du CNHU, au niveau du secteur de la santé. Au niveau du secteur de la santé, au CNHU en particulier, où ça ne va pas. CNHU, c'est pratiquement mourant pour tout le monde. Parce que quand vous avez tombé malade, les gens ont du mal à aller au CNHU. On se dit, mais est-ce que je n'y vais pas certainement pour ne plus revenir? C'est là aussi le problème du CNHU. Oui, monsieur le journaliste, c'est ça. Et c'est de ça que nous vivons. Est-ce qu'on doit continuer à garder ce nom-là? Ou il faut changer les choses pour que l'image... Le CNHU est un mouroir. Mon frère, j'ai dit le système de santé dans son fonctionnement est chaotique. Est-ce que vous voyez? Le système de santé souffre des problèmes dont les acteurs même sont responsables. Comment? Est-ce que vous voyez? Donc c'est les acteurs même qui sont responsables donc, du système de la santé, des problèmes qui minent le système de la santé. Vous avez un DG quand même qui est là, vous avez des syndicats qui sont là. D'abord sur le plan général, il y a la mauvaise gouvernance à tous les niveaux, des responsables qu'on nomme à des postes donnés. En plus, il y a des travailleurs aussi qui, par leur pratique, les rançonnements, les mauvais accueils et ainsi de suite, d'autres problèmes, et que les travailleurs aussi développent et qui plombent le système, qui ne permet pas d'offrir un soin de qualité donc aux usagers. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres choses qu'on peut citer. Donc, c'est les acteurs même du système qui ont généré ces problèmes. Est-ce que vous voyez? Et tout le monde sait que ça ne va pas. Voilà un président qui est venu et qui dit, voilà, ce que vous dites là, c'est vrai. Ça ne va pas vraiment. Il faut changer, il faut réformer. Et nous, acteurs, les partenaires sociaux qui dénonçaient, les différents directeurs, même les ministres qui font des choses qui n'arrangent pas le système, voilà un président qui vient pour dire on doit réformer, et on annonce les réformes, et nous constituons encore en rébellion contre ces réformes. Est-ce que ce que nous disions était vraiment objectif, si on fait de cette façon-là?
Je crois que ce qui était mieux... Ça va toucher les intérêts des gens. Justement, c'est ça. C'est de s'associer avec le président pour dire, vous avez vu juste, peut-être que de votre rôle là-bas, vous n'avez pas tout vu. Voilà, nous vous associons avec vous. Voilà, ici ça ne va pas, à tel niveau ça ne va pas. Et ensemble, on va corriger les choses. Voilà, c'est nous qui nous érigeons encore en défenseurs de ceux que nous dénoncions en temps, parce que vous avez parlé des intérêts. Quand cette réforme va arriver, ça va gérer les intérêts. Il y a des gens qui seront payés à leur poste, il y aura des changements et tout. Et ceux-là sont derrière maintenant pour inciter donc les travailleurs, pour inciter donc les syndicats à dire non aux réformes, pour qu'on continue l'ancien système qui a plombé, qui a permis de traiter le CNHU de mouroir, qui ne donne pas envie aux malades donc de venir au CNHU. Et vous voyez, donc il faut changer tout ça. Vous voyez que là, il y a un problème. Et la morale, est-ce qu'il y a une morale au niveau du syndicat à ce niveau-là? Quand vous qui dénoncez les choses, on dit on va corriger, et c'est vous qui vous érigez encore en défenseur de ce que vous dénoncez pour dire non, on ne doit pas. Parce que si le système reste, la même pratique va continuer et les gens seront toujours à leur poste avec les mauvaises pratiques. Voilà, le CNHU, c'est vrai, hein, tout le monde le dit, c'est le mouroir, c'est un mouroir, mais il y a également les agents de la santé du CNHU. On sait qu'il y a des coups bas, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément désignés pour faire telle chose. Il y a des erreurs médicales, des opérations qui tournent kazakh. Voilà, il y a tout ce problème-là aujourd'hui au CNHU. Donc il va falloir, vous, en tant que syndicat, puisque c'est là le problème, vous ne le dénoncez pas à des moments donnés, parce que vous êtes peut-être aussi de mèche avec certains responsables, certaines peut-être la direction, et aujourd'hui, à des moments donnés, on vous accuse aussi, monsieur Godonou. Oui, bien sûr, monsieur le journaliste. Vous voyez, c'est un point terrible. Et parfois, quand j'en parle, j'ai des émotions. Au CNHU, nous avons 6 syndicats, par exemple. 6 syndicats. 6 syndicats pour cette maison. Oui, c'est ça. Pourquoi 6 syndicats? Et 6 syndicats dans la maison, tous ces problèmes que vous dénoncez maintenant, qui sont les premiers à monter au créneau, donc pour dénoncer ça et défendre que les choses changent. Ce n'est pas les syndicats, mais faites votre enquête, allez dans la maison pour vous dire, depuis plusieurs mois et même des années, s'il y a encore un syndicat au CNHU qui pipe mot sur ces questions-là pour que les choses changent. Vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que il faut que la morale revienne dans le mouvement syndical, surtout dans le secteur de la santé, parce que c'est pas un secteur avec lequel il faut s'amuser. Il faut pas faire les choses à peu près. Ça peut coûter donc la vie aux gens. Voilà les gens qui prennent le syndicalisme comme un moyen d'ascension. Vous voyez, pour arriver à des fins personnelles. Au détriment donc des revendications donc des travailleurs. Vous voyez, cette maison par exemple, un directeur qui a géré par exemple 8 ans durant cette maison, vous voyez, après 8 ans de gestion, déclare, il y a beaucoup de choses que nous allons dire, peut-être il y aura d'autres émissions spéciales où on va parler de ça. Après 8 ans de gestion, qui dit que le CNHU peut payer 13e salaire à ses agents sans la subvention de l'État. Cette expression-là, ça comporte beaucoup de choses. C'est ça. Le CNHU est autonome. L'État envoie des subventions. Nous-mêmes, nous générons des ressources. Mais il y a toujours des problèmes. Des gens qui vont, par exemple, à la retraite, qui n'ont pas leur pension. Faute de reversement des cotisations, par exemple. Est-ce que vous voyez? Oui, des travailleurs qui souffrent. Mais les syndicats sont là, n'en parlent pas. Ils sont de connivence, parfois avec l'administration, pour que les choses ne changent pas. Et vous voyez, pourquoi ça doit changer? Aujourd'hui, les travailleurs, surtout au CNHU, ont perdu confiance en leurs responsables. Ce qui a fait que le CNHU, effectivement, pour les dernières grèves qui ont été annoncées et observées dans le système de la santé, ces grèves n'ont pas été observées au CNHU. Moi, en premier, je fais partie de ceux qui ont dénoncé ça pour dire nous ne pouvons pas continuer de cette façon. Parce que c'est un syndicat pro-gouvernemental, c'est ça? Comme on peut le dire, c'est pas un syndicat. Moi, je suis pas un syndicat pro-gouvernemental. Ceux qui me connaissent, savent que c'est pas un syndicat pro-gouvernemental. Et mon combat au CNHU, allez vous renseigner sur moi, vous verrez de qui il s'agit, qui on appelle Godonou Jean. Il a été pourquoi dans la maison depuis près de ça fait bientôt 20 ans que j'ai mis pied dans cette maison. Ce qu'il a fait dans la maison jusqu'à aujourd'hui. Allez faire votre enquête pour savoir de qui ça est. Il faut faire les choses de façon objective. Est-ce que vous voyez? Donc, quand les gens font mal et que vous dénoncez, vous êtes mal vu. Par exemple, l'administration, lors des dernières grèves, il y a une assemblée générale au CNHU pour dénoncer la mise en concession et tout ça avec les centrales à contribution.
Mais à cette assemblée générale, par exemple, moi j'ai pris la parole pour dire, mais ce que nous faisons là, c'est pas bon. Ça fait longtemps, même les travailleurs nous cherchent avec des torches, nous les syndicalistes, pour des revendications mineures dans la maison. D'abord, ils ne sont pas vus, on s'est tué. Maintenant qu'il y a un truc au niveau national, on veut ressurgir pour faire le syndicalisme. Les travailleurs disent, est-ce qu'il n'y a pas ce cas d'indiscipline? Parce que vous êtes quand même, vous faites partie donc des centrales syndicales, des syndicats. Alors, les centrales syndicales qui négocient avec le gouvernement, vous faites cavaler seul. Est-ce que c'est pas un cas d'indiscipline? Pas du tout. Mais chaque syndicat est syndicat autonome lui-même d'abord avant d'appartenir à une centrale. Et c'est pas quand la centrale syndicale dit quelque chose, donc vous n'êtes pas tenu donc de respecter ça. Donc on peut pas dire ça. On peut pas dire que ça là, ce que vous voulez faire là, que nous par exemple, voilà ce que nous pouvons faire et voilà ce que nos appréhensions par rapport à ça. Que pensez-vous aujourd'hui, monsieur, de la revendication de vos responsables syndicaux, des centrales syndicales par rapport à ce qui se passe actuellement sur le terrain? On ne dit pas que les revendications ne sont pas justes, mais il ne faut pas mêler les revendications des travailleurs, par exemple, avec les revendications politiques. Et vous voyez, dans le secteur de la santé, nous avons fait assez de grèves de chantage. Vous voyez, c'est inutile d'aller en grève pour les réformes annoncées par le président. C'est une grève à ce niveau de chantage, par exemple. On ne peut pas faire ça. Et moi, je suis contre. Et c'est ça qui a amené le président, par exemple, jusqu'à les députés ayant vu donc la dégradation de la situation, pour dire il faut retirer le droit de grève aux travailleurs. Et ça aussi, ça suscite un télo. Monsieur le journaliste, de vous à moi, est-ce que c'est bon de laisser nos pauvres populations mourir parce que nous revendiquons des choses? Vous respectez le serment d'Hippocrate, c'est ça? Mais bien sûr, il faut traiter les gens. On a dit même ton ennemi, même s'il a pris ta femme, et il est devant toi, tu le soignes sans regarder la personne qui est devant toi. C'est fort pour les Béninois. Mais justement, donc il faut que la morale revienne. Il faut que les choses, il faut qu'il y ait des syndicalistes dignes. Vous voyez tout ce des syndicalistes patriotes. Oui, non pas dignes. Ah oui. Bon, parce que quand on dit patriote, ça laisse comprendre certaines choses. Vous voyez? Donc il faut des syndicalistes dignes qui ont à cœur le sacrifice d'eux-mêmes au profit donc des revendications des travailleurs et non qui ne pensent pas à eux-mêmes au détriment. Donc il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous allons revenir peut-être sur d'autres émissions par rapport à la situation au CNHU de Cotonou. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette émission, mais nous avons encore deux questions par rapport à la santé. Vous savez, monsieur Jean Godonneau, depuis quelques années, de nombreux jeunes cybercriminels s'offrent les pouvoirs des fétiches pour anarquer sur Internet. Un marché noir existerait autour donc du sang humain dans les hôpitaux. Alors, le marché serait animé par des agents, bien sûr, de santé et auxiliaires de santé et les intermédiaires qui fournissent donc le sang humain à des trafiquants. Est-ce que vous avez été informé donc par rapport à ces situations? Oui, monsieur le journaliste, je suis informé, mais je ne peux pas dire oui que c'est vrai et que aussi c'est faux. Est-ce que vous voyez? Bon, il faut parler de ce que vous connaissez et ce dont vous avez les preuves tangibles. Moi, je suis un homme comme ça. Mais dans l'actualité nationale, notamment sur les réseaux sociaux, il y a eu un certain monsieur Koudébi Meda, donc qui a parlé de cela et qui aurait même fait donc des recherches, des enquêtes, et des gens ont été appréhendés, des agents ont été attrapés, se mêlant donc de cette pratique-là. Bon, dont on ne connaît peut-être pas les noms. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est au CNHU ça s'est passé? Est-ce que c'est ailleurs, à Lomel ou ailleurs que ça s'est passé? Je ne peux pas affirmer ça. Sauf celui qui a fait sa recherche et peut nous informer davantage sur ça. Mais certainement, c'est des pratiques qui existent et qu'il faut décourager, qu'il faut dénoncer. Parce que les gens, de façon volontaire, donc, ne peuvent pas donner leur sang pour sauver des vies humaines et qu'on prenne ces sangs parce que on veut de l'argent pour aller faire des pratiques vraiment qu'il faut condamner. Je pense qu'il faut, il y en a qui sont encore dans le système, il faut les dénicher, les punir avec la dernière rigueur. C'est pas une bonne pratique du tout, on doit décourager ça. Parce qu'on apprend effectivement qu'une poche de sang est vendue à 200 000 francs CFA au niveau des hôpitaux. Vous voyez, non? Donc aux consommateurs illicites, donc composés d'évangélistes, des pasteurs même, et des guérisseurs, de maîtres et apprentis sorciers, et même des cybercriminels. Donc le CNHT devient quand même, disons, une sorte donc de marché où les gens viennent nuitamment pour se faire servir et autres. Là, je pense que vous, en tant que syndicat, vous devez donc vous lever pour dénoncer ces genres de choses. Voilà donc ce que nous pouvons dire par rapport à la santé. Vous l'avez dit également au cours donc de cette émission que le 6 avril prochain, le président Patrice
Patrice Talon aura bouclé exactement 2 ans à la tête du Bénin. L'on peut donc se permettre, à défaut d'un bilan exhaustif, Monsieur Godonou, de jeter quand même un regard dans le rétroviseur pour jauger donc le parcours. Alors, quel regard justement porte la coalition du Bénin en route sur ces 2 ans de gestion? Monsieur le journaliste, maintenant je me mets dans ma peau donc d'acteur politique. Vous savez, le gouvernement du nouveau départ, et en plus de la rupture, le bilan pour les 2 ans le bilan est globalement satisfaisant. Vous savez que le président Talon, c'est un visionnaire donc qu'il fallait à la tête de notre pays, vu tout ce que nous avons traversé jusque-là. C'est un secret de polichinelle qu'aujourd'hui, le Bénin est en chantier. Les points inscrits donc dans le PAG sont en train d'être mis en œuvre de façon méthodique et rassurante. Oui, c'est vrai qu'au moment où ce PAG a été annoncé, beaucoup ont applaudi parce que vu tout ce qui sera fait, mais il y a aussi des incrédules, souvent tapés dans le rang des politiques, qui ont commencé encore à dénoncer, est-ce qu'il y aura les moyens, est-ce qu'il y a ceci, c'est la démagogie. Mais je pense que le peuple béninois peut se rendre compte aujourd'hui que tout ce que le président a prévu, notamment les réformes qui sont en train d'être faites dans tous les secteurs, et puis les infrastructures, les réalisations en cours. Vous savez, Gros-Djibé, l'aéroport, c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, la route Porto Novo, Misirité, Koubé, ça a commencé, c'est une réalité. La route des pêches qui est là, vous voyez, l'asphaltage qui a été annoncé, les financements sont bloqués, qui va démarrer, je crois, en juin ou juillet prochain, au profit de près de 9 villes de notre pays, et beaucoup de choses. Donc les choses sont en train d'être mises en place, malgré donc la rareté donc des moyens de financement, mais le président, en bon manager, est en train de conduire de façon donc méthodique, rassurante. Donc globalement le bilan est bon. Voilà. La fronde sociale est en ébullition quand même depuis quelques temps. Il y a aussi l'impatience des couches sociales dans l'attente d'une amélioration rapide donc de leur situation, parce que c'est ça aussi le problème. Les avis restent mitigés sur la gestion du chef de l'État. Faut pas se les cacher, parce que vous savez, au temps de ce Glo, on l'avait dit, les gens ne vont pas manger les pavés. Vous parlez bien sûr donc des infrastructures, mais est-ce sur le plan social, est-ce que quelque chose a été fait durant ces 2 ans, Monsieur Godonou? Ah non, on ne peut pas dire que sur le plan social, rien n'a été fait. Mais allez-y, qu'est-ce qui a été fait? Non, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Par exemple, vous voyez, les microfinances qui ont commencé et qui sont en train d'être mises en place. Vous voyez, dans le secteur de la santé, par exemple, les cantines au niveau donc des écoles, qui sont devenus opérationnels et qui fait fonctionner les écoles et les cantines qui permettent donc de maintenir donc les élèves. Et pourquoi tout le monde crie que ça ne va pas? Non, justement, vous savez, dans un pays où les réformes sont en cours, c'est difficile. Vous venez de dire tout à l'heure que les réformes gênent des pratiques anciennes dans lesquelles nous étions ancrés et qui nous permettaient donc de gagner de façon malencontreuse ou bien nos vies, mais que les réformes viennent changer. Est-ce que vous voyez, quand on a parlé par exemple de libération des espaces publics, les gens n'ont pas compris. Ça a causé beaucoup de tort. Oui, les gens n'ont pas compris, mais il fallait ça. C'est vrai que dans la mise en œuvre, il y avait eu quelques ratés. Le chef d'État aussi l'a reconnu. Bien sûr, et il a dit qu'il promet même dédommager certaines personnes qui ont été victimes de façon maladroite de ça. Mais il fallait ça. Il fallait, aujourd'hui, on voit que la ville est un peu aérienne, quand bien même la bataille n'a pas encore commencé. Les Béninois ont commencé par comprendre qu'on ne doit pas se mettre sur les espaces publics de façon anarchique, désordonnée. Et d'autres ont commencé maintenant par ériger les boutiques qui étaient peut-être sur les espaces, dans leur maison qu'ils avaient laissées.
au profit donc des espaces publics. Ils ont commencé par le faire. Donc il y a beaucoup de choses dans le social qui sont en train d'être mises en place. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, le président aussi, il faut comprendre qu'il y avait des arriérés, des choses qu'on a payées aux travailleurs qui dataient donc de l'autre régime. C'est aussi des mesures sociales que le président a fait. Et davantage, cela est en train d'être mis en œuvre. L'assistance au profit donc des groupements des femmes et des jeunes désireuses de faire des activités donc génératrices de revenus. Et il y a tout ça là qui est en cours. C'est vrai, les gens sont impatients parce que les effets ne sont pas encore aussi tangibles. Les réformes, c'est comme ça. D'ailleurs, le président l'a dit. Donnez-moi un peu de temps. Donnez-moi 2 ans. Oui, 2 ans. 2 ans, c'est le 6 avril prochain. Mais le 2 ans, c'est le 6 avril. Le 7, est-ce qu'on pourra avoir une autre manière, une autre mentalité, une autre façon de vivre au Bénin? Mais ça, c'est sûr, monsieur. Le 7 avril prochain. Mais le 7 avril prochain, non, il y en a encore qui n'ont pas encore compris. Mais je parle des effets très, très prochains, là. Est-ce que vous voyez? Ce que les gens ne savent pas que je vais dire aujourd'hui, je voudrais dire à tous les Béninois. Chaque président, depuis le président général Mathieu Kérékou, en passant par le président Nicéphore Soglo, le président Yahibouni, jusqu'au président Patrice Talon, chaque gouvernement a eu son PAG, n'est-ce pas? Chaque gouvernement a eu son PAG. Qu'on pouvait appeler PAG Nicéphore Soglo, qu'on peut appeler PAG général Mathieu Kérékou, PAG Yahibouni. Est-ce que vous voyez? Mais c'est la première fois dans l'histoire du Bénin que les initiales PAG coïncident exactement avec les initiales du président au pouvoir. C'est ça suffit pour... Non, ce que je vous ai dit, vous allez comprendre. PAG, Programme d'action du gouvernement, qu'on peut dire Programme d'action du gouvernement Patrice Talon. Ça veut dire P qui veut dire Patrice, A qui veut dire Athanase, et G qui veut dire Guillaume, qui correspond exactement, sans avoir enlevé quoi que ce soit, au nom, aux initiales du nom d'un président. Ça veut dire quoi? J'avais dit tout à l'heure que le président Talon, c'est celui qu'il fallait pour nous. Vous avez parlé d'un visionnaire. Donc, non seulement il est un visionnaire, c'est un visionnaire béni par Dieu. Ce pouvoir est venu de Dieu. C'est vrai qu'on dit tout pouvoir vient de Dieu, mais ça là, principalement, est un pouvoir dont Dieu a sa main dedans. On a vu avec le président Boni Yahi, quand il est venu au pouvoir, on disait que c'est le visionnaire. Justement, est-ce que vous avez vu ce que j'ai démontré? C'est la première fois que un programme d'action coïncide exactement avec les initiales d'un nom d'un président. Ça veut dire que ça, Dieu a sa main dedans. Ça. Et il n'y a pas de raison que cela ne marche pas. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Même ceux qui doutent encore n'ont qu'à rapidement reconsidérer leur position. Ils n'ont qu'à rapidement reconsidérer leur position. Je sais que beaucoup de jeunes ont compris, c'est pourquoi les jeunes ont supporté dans la grande majorité. Il y a beaucoup de frustrations aujourd'hui. Hein, les frustrations ne peuvent pas satisfaire tout le monde au bon moment. Est-ce que vous voyez? Donc, ceux qui doutent encore, il faut qu'ils cessent de douter parce que le président, quoi que nous fassions, il va réussir son mandat. Et les Béninois vont applaudir après parce que ce que je viens de dire là, s'ils lisent vraiment dans ça, ils vont voir que c'est Dieu. Parce que qui aurait pensé que le président Patrice Talon allait devenir président de la République avec tout ce qu'il a traversé? C'est Dieu qui donne le pouvoir, comme on le dit. Justement, mais Dieu qui donnait tout le pouvoir, mais ce pouvoir-là, principalement, c'est Dieu qui l'a envoyé, vu ce que je vous ai démontré. Dans les autres, c'était pas Dieu qui les a envoyés. Bon, peut-être Dieu a ça, mais pas de façon aussi tangible. Voilà. Alors, je parlais bien sûr dans des frustrations, parce qu'au niveau donc, des mouvements politiques qui ont supporté donc soutenu donc le président Patrice Talon. Vous savez, il y a certains qui estiment que le chef de l'État fait la part belle aujourd'hui donc à ceux-là qui l'ont combattu lors de la présidentielle de 2016 et que ceux qui ont mené tambour battant, qui ont crié haut et fort pour soutenir monsieur le chef de l'État sont aujourd'hui sur le carreau. Est-ce que au niveau donc de la coalition de Bénin en route, est-ce que vous êtes dans le même cas? Bon, je peux pas dire que la coalition Bénin en route n'est pas aussi dans le même cas, mais c'est la politique qui le demande. Je vous ai dit tout à l'heure que les jeunes, en majorité, ont soutenu le président Patrice Talon pour son élection. Et il en a fait confiance à beaucoup aussi qui sont dans l'appareil de l'État, dans le gouvernement, à des directions données, mais qui ne déméritent pas. Qui n'ont pas démérité et qui travaillent bien. Et donc, moi, j'encourage le chef de l'État à faire davantage donc confiance aux jeunes. Et Bénin en route est rempli de jeunes compétents et dynamiques
qui travaillent. Aujourd'hui, la coalition Bénin en route est composée de plusieurs mouvements politiques et de partis politiques, plus de 200 mouvements politiques, des dizaines donc de partis politiques, avec d'autres personnalités, les CA, les maires, les conseillers locaux, communaux et consorts, qui sont dans la coalition à majorité, donc les jeunes. Jean-Baptiste Ongué doit être heureux maintenant. Bon, c'est vrai, c'est notre président. C'est notre président qui a vu même juste avec pour mettre en place cette coalition qu'on a dénommée Bénin en route. Oui, Bénin en route pour son développement, vu tout ce que je vous ai dit et tout à l'heure, le Bénin en route, et il ira sûrement à son développement avec ce que nous sommes en train de faire. Donc, le président, effectivement, c'est de la politique, il faut composer donc avec tout le monde, parce qu'il faut, la gestion demande cela. Donc, la coalition Bénin en route, effectivement, n'est pas encore satisfaite comme cela se doit. Donc, attendre, les jeunes, effectivement, attendre. Mais nous le soutenons. Nous, c'est un soutien indéfectible. Un soutien parce que nous croyons à ce que le président fait. Nous l'avons accompagné et nous croyons que ça va aboutir, quel que soit les grincements dedans. Nous aurons un mieux-être pour nos populations d'ici quelques années. Donc, le président doit faire davantage confiance, comme il le fait, aux jeunes qui ont soutenu. Effectivement, même s'il y a un an qui attendent, nous allons nous patienter. Vous attendez vous aussi? Non, on peut pas donner à tout le monde. Moi, je suis un homme de terrain, par exemple. Il n'y a pas de problème. C'est quoi? Si même l'État vous appelle, elle choisit. Bon, est-ce que vous voyez, moi, syndicaliste, par exemple, que je suis, j'ai choisi. Personne ne m'a dit de le faire. Mais c'est très difficile quand on est syndicaliste et quand on est encore politique, parce que vous êtes tenu donc d'accompagner les actions du chef d'État, même si c'est voilà, et c'est un peu difficile. Oui, justement, je ne suis pas souvent, je ne suis pas un habitué, peut-être des eaux micro, mais je dis, moi, je suis un homme du terrain. Et les deux peuvent se faire quand on a une conscience pour ce qu'on fait. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qui manque ailleurs, où on a tendance à confondre. Donc, et le politique, et le syndicalisme. Parce que le syndicat, c'est défendre les autres au profit. Et je vous ai dit de me renseigner sur moi. Si un jour, ceux qui m'entendent aujourd'hui, si c'est pas peut-être qu'aujourd'hui, qui entendent ce qu'ils entendent peut-être de moi, allez dans la maison, c'est là où moi je suis. Allez enquêter. Vous êtes journaliste, vous avez vos moyens d'investigation et tout. Allez voir qui on appelle Jean Godonou, ce qu'il a été hier, aujourd'hui et sera demain. Parce qu'il faut faire les choses avec conviction, avec amour, avec détermination, sans se laisser corrompre par des gens. Moi, je vous ai dit, la lutte que je mène, par exemple, au CHU pour des travailleurs, ce que ça me coûte, tous les travailleurs du CHU savent. C'est pas que moi-même, j'ai pas été approché pour être corrompu. Ah bon? Aussi, oui, par les responsables, pour les soutenir dans leur mauvais parti qu'on a. Dans l'ordre de combien à peu près on vous propose pour vous soutenir? On vous propose des millions, c'est ça? Non, les gens, vous avez dit que les gens prennent le syndicat comme un moyen d'ascension, par exemple. Il y en a qui sont passés par le syndicat, qui ont été nommés. Est-ce que vous voyez? Et si on vous propose, si vous n'êtes pas quelqu'un d'objectif, vous voyez, vous êtes devenu un appât qu'on va prendre rapidement, et là vous taisez, et on a cloué le bec à beaucoup dans la maison. Et même sur le plan national, qui n'arrive plus à parler aujourd'hui parce que ils ont eu à développer donc des pratiques pour lesquelles aujourd'hui les travailleurs ne croient plus. Tout ce que non, ils ne croient plus. En tout cas, au CNHU, par exemple, il n'y a plus de grève. Il n'y a plus de grève depuis. Nous, on a expliqué aux travailleurs donc du CNHU qui ont compris. Voilà un autre marché de dupes où les gens veulent nous utiliser encore pour faire leur business et qu'ils ont toujours l'habitude de faire. Et ils ont déchanté. Les dernières grèves, vos collègues des télévisions ont fait un tour pour constater, où j'ai eu la chance, d'accord, ils m'ont accordé une interview, où j'ai dit beaucoup de choses. D'autres ont passé parce que peut-être ça n'arrange pas la rédaction. D'autres, vous savez tout ça, c'est ça? D'autres n'ont pas passé. Donc voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Non, je pense que c'est pas parce qu'on vous a accordé 30 minutes d'interview que dans un journal parlé, il faut passer les 30 minutes. Nous avons aussi notre façon donc de faire au niveau donc des radios et des télévisions. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, problème de corruption. On voit le président Patrice Talon donc a engagé un combat herculien contre les mauvaises pratiques telles que donc la corruption, le laxisme, le laisser aller. Est-ce que pour vous, le chef d'État a déjà réussi son quinquennat avec le fait de combattre la corruption? Ça, c'est un point, moi, en dépit de tout ce que je suis, c'est un point qui me tient beaucoup à cœur. Parce que c'est ce qui a amené ce pays dans l'état où nous sommes.
ce pays n'a pas manqué de moyens si on utilisait les choses de façon responsable et judicieuse pour aller vers la prospérité. Mais la corruption donc, est le mot qui a tout détruit. Qui a tout détruit. Donc, une lutte engagée contre la corruption, c'était même pas là, il fallait commencer. Comme le chef de l'État Bourguiba qui a démarré avec une marche verte. Bon, vous voyez, moi je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître chaud là. Le jour où le président Yahya Bouni, c'est vrai, quand il venait, moi, dans mon ombre où j'étais, peut-être, je l'avais peut-être pas soutenu quand il venait. Mais quand il a commencé, même les dimanches, il est sur le terrain, le conseil des ministres, relève les gens, il dit voilà ce que je veux pour mon pays là. Voilà, c'est ça qui a commencé. Patatran, on est là un jour, on dit bon, le président, j'étais même au boulot, on dit mon président est en train de marcher contre la corruption. Le président marche contre la corruption, je vais voir. Et je vais à la télé, je vois un président dans sa chemise qui marchait effectivement, que la commission était avec sueur partout, où les ministres rejoignaient les rats, les directeurs, rejoignaient le rat tout le temps. J'ai vu, j'ai dit, c'est ça. C'est ça, avec tout le pouvoir qu'un président de la République a, même de sa maison pour agir, jusqu'à son bureau pour agir, pour lutter contre la corruption, il ne fallait pas une marche. Ça ne peut pas aller. Ah bon? Et c'est le jour-là, moi je parle de moi, et ça je n'ai jamais peut-être dit quelque part. J'ai dit ce jour-là, j'ai dit je ne crois plus à ce que ce monsieur... Pour vous c'était une mise en scène, c'est ça? Non, c'était une mise en scène. Mais la suite m'a donné raison, non? C'était une mise en scène. La suite, la lutte contre la corruption a marché. Ça ne peut pas marcher parce qu'un président ne peut pas vouloir lutter contre la corruption et marcher dans la rue. Ah. Non, c'est pas possible. C'est sa manière peut-être de lutter contre la corruption. Bon, il a pu faire ça. Il n'a pas pu faire ça. Puis il fallait pas. Le président, est-ce qu'il a marché dans la rue avant de faire ce qu'il est en train de faire là? On n'a pas besoin. Nous sommes dans un système présidentiel. Le président a beaucoup de pouvoir pour agir. Mais il ne peut pas dire je vais agir et lutter contre la corruption. Ouais, donc ce que le président a préparé, c'est salutaire. Et tous les Béninois doivent accompagner. Mais nous sommes dans un peu parfois où nous voulons quelque chose de son contraire. Mais sur la rupture aussi, il y a eu quand même des cas de corruption. On a vu au ministère du cadre de vie, il y a beaucoup de choses. Il y a des DG qui ont été relevés donc de leurs fonctions. La corruption, la peau dure au Bénin. Oui, justement. C'est pourquoi le président Patrice Talon doit être ferme. Dans ce pays aujourd'hui, il faut la fermeté pour changer certaines choses. Pas fermeté pour opprimer, mais la fermeté dans les prises de décision. Il faut être rigoureux quand on prend les décisions et les appliquer, quel que soit ce que ça peut coûter, et évidemment en cherchant à colmater les brèches et entendre d'autres positions pour essayer d'arrêter. Mais il faut être ferme. Il faut être ferme. Ce qui a été dénoncé, c'est déjà bien de le dénoncer. C'est pas fini. Il y a des gens, le président même l'a dit. Moi j'ai suivi lors d'une rencontre avec, c'était pas ça, doit être les femmes. J'ai dit, même les gens que j'ai pris pour travailler avec moi maintenant ont commencé à voler. Ouais, déjà le président qui dit ça, vous voyez ce que ça veut dire. Donc il est prêt pour la chose. Et donc nous l'encourageons. Et il faut qu'il aille. Ce qu'on a dénoncé et qui ne sont pas encore pris en compte, c'est pas terminé. Ça va être pris en compte. L'autre question, c'est la gestion bien sûr, de nos sociétés d'État ou entreprises publiques. Vous le savez, la plupart sont aux mains bien sûr des expatriés. Est-ce que c'est le degré élevé bien sûr de la corruption qui a amené le chef de l'État justement à confier ces sociétés d'État là aux expatriés? Monsieur le journaliste, bon, ce que je vais dire par rapport à ça, je vais retourner un peu dans le passé. Le président, le général Mathieu Kérékou, est-ce que, avec sa révolution ou le marxisme-léninisme, tout ce qu'il a créé comme société d'État, ces sociétés sont encore là? Non. Alors que c'est avec ces sociétés qu'on peut développer ce pays. Il en a créé suffisamment. Confié aux Béninois, justement. Mais qui ont géré comment? Ils ont tout détruit. Ils ont même empêché qu'on sanctionne ceux qui ont détruit ça. Alors que c'est ça qui doit faire vivre le pays. Et on est resté comme ça jusqu'à maintenant. Ça veut dire que le Béninois, quand on lui confie ces choses de gens, c'est pour l'État. C'est pas ma propriété privée. On peut en faire ce qu'on veut. On nomme même des gens à cette direction qui deviennent même plus puissants que celui qui les a nommés. Et malgré tout ce qu'ils font de mauvais, on ne peut pas les détrôner, on ne peut pas les enlever, parce qu'ils ont réussi à avoir tellement de bras longs
et qui se sont accrochés, je sais pas si c'était au bulldozer ou autour de l'appareil, que même si on les bouge là, il ne peut pas changer donc de position. Et c'est ce qui a amené ce que nous avons. Et toutes les sociétés, Sonapal, Sonafel, Sonicog, il y en a plein. Mais rien de ceux-là ne vit pas aujourd'hui. Et c'est vrai, il faut réformer. Et si la réforme va amener le chef de l'État à confier, peut-être dans un premier temps, à des gens pour redresser, histoire peut-être qu'on reprenne. Bon, moi je ne suis pas contre, parce que nous avons montré les limites que quand on confie, on en a confié aux Béninois. Voilà ce qu'ils en ont fait. Mais est-ce que vous ne craignez pas la fuite des capitaux, parce que quand on confie quand même des entreprises à des expatriés, à des étrangers, il ne faut pas oublier aussi quand même que... Pas du tout. C'est pas au Bénin que ça a commencé. Et ça s'est passé ailleurs. Il n'y aura pas de fuite de capitaux. Pourquoi? Parce que l'État, dans les mises en concession, les trucs délégués, consorts, est toujours présent. Et là, et voir comment les choses se passent. Pourquoi il y aura fuite de capitaux? Non. C'est pas les entreprises privées que l'État les a données et puis... ils vont à l'État, mais c'est... Forcément. Et un président comme Patrice Talon, vous savez... qui doit voir tout ça et qui sait comment ça se passe et qui préserve bien sûr donc les intérêts de l'État dans cette situation. Donc si ça doit tomber dans les mains, moi je ne suis pas contre. Parce que nous sommes même à l'aide des réformes où il faut changer assez de mentalité au Bénin. Il faut changer assez de mentalité au Bénin. Et quand tout le monde sera dans la même direction, aura la même vision, donc pour continuer, je pense que on peut... Toujours dans le bilan donc des 2 ans du chef de l'État. Et le 1er février dernier, vous savez, le ministre de l'économie et des finances a mandaté la société de gestion et d'intermédiation SGI Bénin de rechercher des investisseurs potentiels pouvant donc racheter la dette intérieure bancaire du Bénin d'un montant de près de 350 milliards de francs CFA. Alors la polémique enfle aujourd'hui et certains se demandent pourquoi une telle action du ministre des Finances. Est-ce que vous comprenez ce choix du ministre des Finances pour acheter la dette intérieure? Bon, bien sûr, pourquoi pas. Je crois qu'il a expliqué. Moi, j'ai suivi le ministre des Finances récemment. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Oui, il a expliqué. Vous savez que, en fait, la conjoncture que nous vivons au Bénin, c'est pas uniquement pour le Bénin. C'est une conjoncture générale de l'UEMOA et de tous les autres pays qui nous entourent. Et vous savez ce qui se passe au Nigeria. Et vous savez que quand le Nigeria commence, par exemple, à tousser, c'est que nous, on est déjà sur le lit. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà ce qui se passe. Et je crois que le ministre, selon ce que moi j'ai entendu, a expliqué qu'avec la rareté donc, des financements dans le mois, il faut le Bénin qui est de plus en plus aujourd'hui crédible peut s'ouvrir sur d'autres marchés pour le faire parce que nous avons beaucoup de choses qui nous attendent. Et vous voyez le budget, la part, les ressources internes et les ressources que nous irons chercher à l'extérieur, ça a changé par rapport à ce qui se fait avant. Est-ce que vous voyez? Donc par rapport à tout ça, donc le ministre a été clair. Si on peut avoir des financements pour couvrir ça, histoire à ce que peut-être nous mobilisons puisse nous servir donc à faire tout ce que le président a lancé dans le pays, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il a été clair. Oui, mais selon les dernières données de la CA, c'est-à-dire la Caisse autonome d'amortissement, c'est que la dette publique du Bénin serait donc passée de 2101 à 2927 milliards de francs CFA en 2 ans d'exercice. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est beaucoup trop pour le chef de l'État en 2 ans? Est-ce que les données vous ont montré que le Bénin s'est déjà endetté suffisamment pour ne plus continuer à s'endetter? Il faut tous s'endetter, c'est ça? Non, tous les pays c'est comme ça, il faut fonctionner. C'est pourquoi le Béninois, même le président, a voulu que les donnes changent. Puisque avant, c'était par exemple, il faut s'endetter pour 60% ou 70% même de ressources extérieures, et 40% au maximum, 30% maximum, 40% pour les ressources intérieures que nous devons chercher. Je pense que la donne est en train d'être changée. Et vu tout ce que le PAG nous projette devant, il fallait vraiment aller dans ce sens, vraiment, pour pouvoir réaliser les choses, bien sûr en comptant sur nos propres forces. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, M. Godonou, que le programme du président Talon donc, est en phase avec les aspirations du peuple? Vous allez dire sans doute oui, mais il y a quand même beaucoup qui pensent que le chef d'État doit oublier pour l'instant les réformes institutionnelles et politiques pour s'attaquer beaucoup plus aux réformes, c'est-à-dire le social, créer les emplois,
les jeunes qui sortent bien sûr des universités, mais qui attendent toujours, qui ne voient pas du boulot. Donc, est-ce que ne peut pas changer un tout petit peu donc le concept dans les mois et... Monsieur le journaliste, il y a l'un qui doit venir avant l'autre. Le président Yaïbouni, dit-on, a fait beaucoup de social, non? C'est pas ça. Le social, là, pourquoi on a plus les impacts ne sont pas là, visibles encore? L'État a une continuité. Justement, l'État a une continuité. Je dis pourquoi ces efforts-là dans le social ne continuent pas d'être visibles. Parce que ça s'est noyé dans la non-réforme du système. Et là, on ne va pas voir les effets. Donc, il fallait forcément faire les réformes d'abord, peut-être, avant de mettre vraiment le social pour que ça soit durable. Moi, je dis souvent une chose. Autant des autres présidents, on dit, bon, l'argent a circulé beaucoup, les gens de là, maintenant, il n'y a plus d'activité, il y a plus... Et tout ce qu'on avait cherché là, que chacun a cherché d'une manière qu'on connaît, pourquoi juste une petite rupture et que tout le monde est devenu pauvre dans le pays? Ce qu'on avait cherché là, on a fait quoi de ça? Pour moi, ça veut dire que ce n'est pas la manière dont on cherchait l'argent qu'on le faisait. Mais l'argent ne circule plus, comme on le dirait. Quel argent ne circule plus? L'État paye le salaire, non? Au personnel. Est-ce qu'il y a des salaires, il y a des salariés non payés? Pour combien d'APE? Justement, pour combien d'APE? Moins de 100 000. Oui, même s'ils sont moins de 100 000. L'État paye, c'est d'abord son engagement. Et maintenant, aider les autres qui ne sont pas fonctionnaires de l'État à booster dans leur activité, d'où la réforme dans le système économique. Il faut un autre modèle de notre système économique. Donc ça va permettre à chacun de sortir. Et ça va être une sortie durable et pérenne pour chacun. Et non ce qu'on faisait avant. Donc, peut-être que les gens avaient de l'argent, vous savez, n'importe comment, et maintenant que cela n'est plus possible, on dit que l'argent ne circule pas. Je pense que la circulation de l'argent doit être destinée à l'effort de chacun. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez l'émission 4 sur table sur les différentes antennes des médias du groupe de presse Le Matinal. Nous recevons depuis 9h05 M. Jean Godonneau. Il est inspecteur d'action sanitaire et secrétaire administratif de l'Union des travailleurs engagés du CNHU et délégué agrégé de la coalition Bénin en route. Alors, avant de recevoir donc les auditeurs, est-ce que vous allez nous dire quelles ont été les faiblesses du chef de l'État Patrice Talon pendant ces 2 ans? C'est sûr qu'on ne peut pas à 100% quand même. Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement depuis 2 ans sous le président Talon? Parlant de ce qui n'a pas marché, c'est peut-être qu'on appelle-t-on la forme de communication du départ, où le président communication. Oui, ne sortait pas, ne rencontrait pas les gens. Parce que tout ce qu'il dit, c'est des choses justes, objectives. Mais les gens ont critiqué le fait que, bon, il ne rencontre pas souvent les gens avant de le faire. Bon, il a pris les décisions avant et tout ça. Mais il a compris certaines choses et il a corrigé. Je pense que pour moi, c'est la seule faiblesse et c'est là où les gens sont attaqués, les politiciens, pour faire leur transformation, pour galvauder et en ajoutant d'autres choses. Sinon, à part ça, je crois que tout est en train d'être mis en place, malgré les heures, tout ce qu'il rencontre comme difficulté, je crois qu'il est en train. Et c'est parce que c'est des réformes. Donc, il a corrigé cette communication, il rencontre souvent les gens maintenant, il les associe, même si certains associés au départ sont encore revenus pour dire ne sont pas associés, par exemple, certains de la santé, on vous a associé, vous avez participé à une commission qui a fait les travaux, après vous dites encore vous n'êtes pas associé, mais que vous êtes prêt, on n'a qu'à vous associer. Après vous dites non, on veut vendre, on ne veut pas de système. Je pense que un enfant ne peut pas parler comme ça à son papa, même si ce qu'il dit dans la maison n'est pas juste. Il y a une façon peut-être de lui dire. Et la façon dont nous avons dit ça au président, même maintenant là, dans les discussions, chacun sera sur sa position parce qu'on n'a pas fait les choses de bonne foi. Donc, vous voyez, on était contre ce qui se fait. Quelqu'un a dit, je veux réformer, je veux faire. Et nous encore, on se érige en barrière contre ça. Quand vous dites en insultant celui qui l'a dit. Et maintenant, on dit, bon, viens, on va parler. Non. Vous voyez, c'est pas bien. Vous voyez, donc c'est ça. Sur le plan des faiblesses, voilà ce que je peux trouver à dire. Il y a un de vos alliés, je ne dis pas vous forcément, le président, puisque vous êtes supporter chaud donc, du président Patrice Talon, et Sébastien Adjavon, qui vous a été connu de 22%, voilà, lors donc du deuxième tour de la présidentielle de 2007, qui a créé son parti politique, l'USL. Votre réaction, est-ce que vous êtes
ça va créer quelques soucis à la mouvance présidentielle, selon vous? Non, pourquoi? D'abord, votre réaction par rapport à la création du parti. Bon, moi, je n'ai pas de réaction outre mesure. C'est le président Diabon est désormais un acteur politique et il est libre donc, de créer son parti politique et je crois qu'il l'a créé. Est-ce qu'on peut appeler ça un événement? Non, c'est pas un événement puisque c'est sur le terrain que le travail se fera. C'est sur le terrain, on va voir ce que... Quand on a 22% à la présidentielle, c'est vrai que les législatives, ce n'est pas les présidentielles, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même avoir des craintes quand même sur le terrain? Est-ce que les 22%, on l'avait eu avec parti politique? On ne l'avait pas eu avec parti politique, c'était d'autres donnes. Et moi, je vous dis, dans l'action politique, pour que ça réussisse, il y a, je crois, 2 ou 3 paramètres. Il y a d'abord, qu'on appelle-t-on, les acteurs en jeu, et la circonstance dans laquelle cela se passe, les moyens que vous mettez en place et la stratégie qui accompagne. C'est ces 4 éléments qui font donc la réussite ou non d'une action politique. Donc la création du parti, bon, tout le monde a créé, bon, d'autres personnes ont créé aussi, non? Donc c'est pas, il est libre de créer son parti, il veut jouer peut-être pleinement, acteur politique plein. Désormais, c'est ça, non? Donc, il n'y a pas de souci. Il a tiré à boulet rouge sur les actions du chef de l'État, qu'il rien ne marche dans les pays, et qu'il faut corriger un certain nombre de choses. Voilà, quelqu'un... Bon, est-ce que c'est étonnant? Parce que depuis quelques mois ou des années, il ne parle plus peut-être le même langage avec le président. Donc, est-ce que vous avez souhaité en son temps qu'il y ait une réconciliation entre les 2 hommes qui ont quand même, ces 2 hommes d'affaires quand même, qui ont quand même c'est des milliardaires, qui peuvent quand même apporter quelque chose à notre pays, qui aujourd'hui se regarde en chien de faïence? Oui, c'est ce qui était souhaitable. Mais voilà que les choses ont évolué jusqu'à on en est là. Est-ce que vous voyez? Donc, vous êtes des spectateurs joyeux, vous regardez faire ça? Pas du tout, pas du tout. Je crois que les voix se sont levées pour en parler, pour demander la chose. Peut-être que le président de la République aussi n'est pas fermé. Bon, où est-ce que ça bloque? On ne sait pas. C'est ce qui était souhaitable. Mais voilà ce qui est arrivé. La cause, c'est où? Par qui ça a commencé? Et si ça continue jusqu'à l'autre créer son parti politique, vous ne voyez pas ce que ça veut dire. Mais c'était souhaitable que les deux restent ensemble. Mais voilà, on met tout et on va voir ce qui va se passer, tout en travaillant pour que le pays marche. À la coalition Bénin en route, comment voyez-vous le système partisan, la réforme du système partisan? Vous savez, l'Assemblée nationale va commencer à étudier bien sûr ce dossier ce mois-ci, puisque je crois que c'est le 9 ou le 8 avril que va démarrer donc, la session donc, au niveau de l'Assemblée nationale. Votre opinion par rapport à la réforme du système partisan? Est-ce qu'au niveau de votre coalition, vous êtes prêt à adhérer à un mouvement, pas un mouvement, à un parti politique, ou carrément le BR fera cavaler seul? D'abord, le BR, c'est une coalition. Donc, on est déjà prêt pour la réforme donc, du système partisan. Sinon, c'est des partis politiques et des mouvements politiques qui se sont mis ensemble. Ça va se transformer en un parti politique bientôt? Bon, on est dans une coalition. Ça va être, les choses seront très, très bientôt formalisées. Est-ce que vous voyez, et vous verrez que la coalition qui est déjà un géant, comment ça va fonctionner. Nous sommes présents sur le terrain, sur tout l'étendue du territoire national, et vous voyez comment les choses vont se passer bientôt. Donc nous sommes prêts pour le système partisan. Vous voyez, ça devait même déjà aller vite. Si c'est pas la lutte qu'on appelle le système, la réforme du système de notre constitution qui n'avait pas marché avec tout ce que les gens ont fait autour en dénonçant tout sauf ce qui est vraiment mis dedans. Peut-être on aurait déjà allé à ça. Donc il use que les députés se penchent sur ça et essayent donc de nous sortir quelque chose de bien pour essayer de libérer ce paysage, que ça soit clair, que les gens savent vraiment ce qu'ils font avec cette multitude qui vont en rendre dispersés, qu'on ait des visions, des idéaux clairs pour défendre ce que nous voulons défendre pour notre pays. Et pour les législatives, ça se passe bien? Bien sûr, la coalition Bénin en route sera présente. La coalition sera présente. Donc, c'est les positionnements qui sera présente. Les positionnements, d'ailleurs, c'est ça qui fait. Tout le monde ne peut pas être positionné quand on est quelque part, non? Est-ce que vous voyez? Tout le monde ne peut pas être positionné. Donc, le Bénin en route sera présent pour toutes les élections à venir. Vous verrez. Vous avez dit en son temps qu'il faut renouveler totalement l'Assemblée nationale à 80%. Est-ce que vous maintenez encore ce discours?
Renouveler? Non, les jeunes aspirent. Dans la coalition, il y a beaucoup de jeunes dynamiques, des hommes du terrain. Donc vous pensez que ceux qui sont là sont déjà amortis? On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Mais les jeunes aussi ont décidé de prendre leur destinée en main, de participer aux choses et de conquérir le pouvoir à travers donc ces échéances-là pour aussi se positionner. Et là, le travail va se faire sur le terrain. Vous pensez que ceux qui sont là depuis 2011, il faut les écarter maintenant et donner la chance aux jeunes? Non, on est 4 personnes. Le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Le pouvoir s'arrache. Est-ce que vous voyez? Et ça s'arrache dans le combat donc politique. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez vouloir arracher sans avoir arraché. Donc il faut que, tel que ça se passe, la coalition Bénin en route, les choses se mettent en place. Que vous verrez, bon, c'est vrai que ces derniers temps, on a moins communiqué, mais au départ, vous avez vu toute la communication qui a été faite. C'est le manque de moyens? Non, pas du tout. C'est une stratégie. Il ne faut pas tout le temps être à la télévision ou à la radio en train de parler ou de faire. Donc, nous sommes des hommes du terrain, nous travaillons. Est-ce que vous voyez, nous soutenons donc les actions du président et nous serons présents pour les élections. Vous attendez le mot d'ordre du chef de l'État aussi par rapport aux législatives? Ça peut arriver? Mot d'ordre? Pourquoi? Par rapport au positionnement. Ici, par rapport au positionnement, si le chef de l'État dit telle personne dans telle zone est plus populaire, comment vous allez réagir? Nous soutenons donc les actions du président de la République. Et le BRR n'a attendu personne pour le faire. Donc, nous travaillons, c'est les acteurs du début qui sont là. D'autres personnes ont rejoint effectivement. Mais si, par exemple, le système partisan nous permet d'aller quelque part ou de s'associer avec d'autres personnes, toujours peut-être dans la mouvance, pour ces élections, on ne sera pas contre. En ce moment, on verra. Voilà, mesdames et messieurs, il est exactement 10h04 dans les studios de Océan FM, émetteur de Cotonou, la même heure à Parakou, dans les studios de Iban FM. Et également, vous avez noté des choses comme les questions, les préoccupations des auditeurs comme moi. Je vais vous laisser une bonne dizaine de minutes, je ne sais pas, voilà, pour répondre aux différentes préoccupations des auditeurs. Nous allons commencer par M. Houpati, qui demande l'analyse de la gouvernance actuelle. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je remercie tous les auditeurs qui ont appelé. Il y en a qui ont fait des contributions, d'autres également ont posé des questions, des éclaircissements. Ils ont apprécié un peu ce que nous avons dit. Je leur dis tous merci. Concernant M. Pierre Houpati qui demande de faire l'analyse donc de la gouvernance, je pense que on en a parlé quand même un peu dans l'émission via tout ce que le gouvernement fait. La mise en œuvre méthodique et rassurante donc du PAG que le président Patrice Talon a initié, donc ce qui se fait dans le secteur social. Donc on a parlé de tout ça. Je crois que les quelques couacs qu'il y a eu peut-être dans la mise en œuvre de ces choses-là sont en train d'être corrigés et je pense que le meilleur est devant nous. Donc le bilan, la gouvernance globalement donc satisfaisante. Je crois qu'il n'y a rien à dire dessus. Bon, il a parlé de lutte contre la corruption. On en a parlé également, qu'il fallait aller dans ce sens parce que les réformes gênent les intérêts. Donc il faut une lutte contre la corruption pour que les Béninois quand même changent de mentalité. Il y a d'autres pays où vous voyez par exemple un Burkina Faso qui est dans le désert par exemple. Et c'est là-bas que les légumes vont quitter pour venir au Bénin. Beaucoup de choses, des fruits et consorts. Pendant que nous avons les bas-fonds, les lagunes, les lacs et tout, pour faire ces choses-là, du terre fertile pour travailler. Bon, et tout ça, on ne s'adonne pas à ça. Donc il faut changer donc les paradigmes, changer les donnes pour que les Béninois aient des mentalités de s'occuper quand même bien de ce qu'il faut faire pour développer ce pays. Donc la lutte contre la corruption était nécessaire, il fallait faire ça pour que les choses puissent changer. C'est ça. Bon, monsieur Emmanuel... oui, qui parle de la lutte contre la corruption, voilà, les dossiers ICC Services... Les dossiers ICC Services, je crois qu'on en a parlé à foison dans le pays. Vous voyez, les crimes économiques sont imprescriptibles maintenant, je crois, non? Si c'est ça. Donc, même si ce n'est pas fait tout de suite, ça va être fait. Et c'est des dossiers qui sont devant la justice. On n'a qu'à laisser aussi la justice aller au bout
de son travail. Je ne pense pas que ça soit le chef de l'État qui bloque maintenant les choses au niveau de l'instruction qu'il doit faire pour qu'il cesse ses services. Je crois qu'il y a une cour d'assises, quelque chose récemment qui en a parlé un peu. Donc ils ont traité de cela en partie. Ça a été rejeté, ils vont revenir. Il y a d'autres dossiers, donc les gens n'ont qu'à rester tranquilles. Tout cela sera vu. Donc, hier, M. Valentin qui parvient de la déclaration de Jean-Baptiste Elias par rapport aux 4 motos surfacturées. Vous savez que voilà, les motos normalement une moto devait coûter 1 400 000 francs CFA, mais c'est chiffré donc à 5 millions sur la rupture. Il demande de votre réaction. Oui, on en a parlé. On en a parlé dans l'émission. Et évidemment, c'est des choses qui se passent aussi au niveau dans la rupture. Le chef de l'État a reconnu que même les gens qu'il a nommés à des postes sont en train aussi de verser dans des mauvaises pratiques donc de gestion. Et je pense que ça va être pris en compte. Ça va être pris en compte et être traité, qui se calme, ça va être fait, je suis sûr, ça ne va pas être laissé. Le siège de l'Assemblée nationale à Porte-Nouveau. Oui, voilà aussi. L'éléphant blanc qui pointe à l'horizon, c'est ça? C'est vrai, l'éléphant blanc, un chantier qui peine à s'achever depuis plusieurs années, malgré des milliards qu'on y a engloutis, des audits par-ci, par-là, des gens qui ont été arrêtés, relâchés, tout, ouais. C'est vrai, c'est un éléphant blanc. Ça ne date pas du président Patrice Talon, c'est depuis le régime Yaïboni. Et je pense que le président est en train de prendre les dispositions pour mettre au clair ce qui s'est passé au niveau donc, de la construction de ce siège du Parlement, et que certainement les fautifs soient identifiés et puis certainement qu'on leur engorge. Voilà. Monsieur Balambé qui parle bien sûr de l'entourage du chef de l'État qui ne dit pas la vérité, et forcément donc est-ce qu'effectivement le chef de l'État écoute ses conseillers? Quand celui qui est à côté du chef de l'État veut parler au chef de l'État, il va venir à la radio ou à la télévision. Il ne va pas venir à la radio ni à la télévision. Donc, qui souffre que ça, même des choses qu'on aura, que ceux qui sont proches à côté, qui voient les chefs de l'État, qui leur disent ci, leur disent ça, sont en train de lui dire par rapport à telle situation, qui souffre que cela ne soit pas mis sur la place publique, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez? Donc, dire quand on est dehors, dire que les autres ne font rien, ne dit rien au chef de l'État pour que les choses se changent, et là, je pense que c'est une vue de quelque chose qui est hors peut-être du système, parce que pour le faire, il ne faut pas venir, on viendra par la radio ni à la télévision pour le faire. Je pense que le chef de l'État lui-même, il est à l'écoute de ceux qui sont proches certainement aussi de lui et du peuple. Et vous voyez, les quelques couacs sont en train d'être corrigés. Voilà. Alors, toujours Balambé qui craint bien sûr, il parle bien sûr de l'affermage, des coûts élevés dans des prestations au niveau donc, des soins. Alors, est-ce que effectivement vous créez ça aussi, vous aussi, quand il y aura des privés? Non, pas du tout. C'est que les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle l'affermage, peut-être. Par exemple, dans le cas du CNHU, on a parlé de mise en concession de la gestion du CNHU. Et l'État n'est pas à 100. C'est l'État, il y a un cahier de charge pour celui qui va venir, on lui fixera des coûts, l'État est présent, puis on ne lui a pas vendu la maison, il est là juste pour gérer. Parce que moi, je dis, le système de santé souffre du problème de mauvaise gestion, mauvaise gouvernance. Si ça, on peut corriger, je pense que le jour où les centrales syndicales ont fait leur assemblée générale avec les syndicats du CNHU, deux syndicats qui sont venus en rescousse pour vilipender donc le président, la commission et tout. Mais j'ai dit, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit à tout le monde, si la mise en concession pouvait être la solution de la bonne gestion de cette maison, nous devons être preneurs. Est-ce que vous voyez? Nous devons être preneurs. Nous n'avons pas le droit de faire ce que nous faisons. Parce qu'on a tout le temps dénoncé les gens. On a tout le temps. Ouais, il n'y a eu jamais, par exemple, de reddition de comptes. Au CNHU, par exemple. Je parle beaucoup de là parce que c'est de la curiosité. Il n'y a jamais. On l'a demandé en tant que partenaires sociaux. On l'a demandé dans les plateformes revendicatives, mais on a mis. Est-ce que vous voyez? Mais jamais. Il n'y a jamais eu ça. Mais tout le temps, on dit, bon, il n'y a pas moyen. L'État envoie subvention. Nous-mêmes, nous générons donc des reçus par les soins dont le monsieur parle, les frais d'hospitalisation et d'autres prestations. Combien ça fait? Nous sommes en faillite? Nous ne sommes pas en faillite? Faut qu'on dise ça au moins, non?
que même le président de la République, l'État qui a à charge son hôpital, savent que, malgré l'effort, il y a problème. Ou bien, il n'y a pas problème. Si on ne dit pas ça, et même on empêche les partenaires sociaux de le faire, et celui qui le dit est pourchassé, est traité de tous les noms. Moi, je ne peux pas vous dire tout ce que cela me porte comme représailles, mais que je suis debout, je résiste à supporter, vu la position que je défends, contre tout. Est-ce que vous voyez? Contre tout ce que ça me vaut. Est-ce que vous voyez? Et des gens qui voient ça comme, dès que tu le dis, comme tu es contre, tu veux leur poste, tu peux les enlever, ainsi, alors que ça ne va pas. Monsieur le journaliste, est-ce que les agents de santé qui soignent d'autres personnes, quand eux-mêmes ils tombent malades là, il faut lésiner sur les moyens pour les traiter? Non, mais je dis que il y a quelque chose qui s'est passé au Sénat récemment où on a affiché les coûts des prises en charge dont chaque agent ont bénéficié ayant été malade. Les coûts dont ils ont... On a affiché, c'est au tableau là, c'est enlevé au moment où je suis en train de vous parler. Avec leur nom et prénom. Vous voyez ça? Bon, là, voilà des choses qui se passent. Pendant qu'il y a des choses qu'on n'a pas payées au personnel, tout le monde souffre. Dans des hôpitaux où on peut nommer les gens qui ne sont pas qualifiés. Des gens dont les malversations ont été reconnues, avérées par eux-mêmes, attestées, connues, sous sanction, mais qui sont en train d'être nommés pour gérer les choses. Vous pensez que ça peut marcher? La réforme était nécessaire. La mise en conscience est nécessaire. Et je vous dis, ça tarde même à venir. Ça traîne d'ailleurs. Allez vous enquêter. Vous voyez, les gens sont pressés. Voilà. Donc c'est pour expliquer la mise en affairage. Pour expliquer un peu la mise en affairage. Que les gens n'ont pas compris, qu'ils n'ont qu'à se tenir tranquille. Ça ne va pas jouer sur donc la prestation et des coûts. Alors, il y a M. Sébastien qui parle du traitement des journaux actuels. Bon, ça c'est dans le domaine de la presse. Comment voyez-vous le traitement des journaux donc actuels? Et puis voilà, M. Boukari qui parle donc de la ruse et de la rage, les 16 millions de francs CFA donc au ministre. Voilà deux questions rapidement pour. Oui, bon, pour les journaux, je pense que ça, il n'y a rien à dire. Chaque entreprise. Oui, il y a la sorte et puis ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc les journalistes, vous savez comment les choses se passent. Maintenant, c'est quoi encore? Les 16 millions pour les ministres. Bon, la ruse et la rage d'abord. Vous savez, je ne sais pas, dans ce pays, il y a des choses qui me gênent. Bon, c'est vrai, le politique a ses moyens donc de dire les choses, d'extrapoler, de magnifier ou de galvauder. Mais d'où vient la ruse et la rage? La ruse et la rage est arrivée au lendemain donc du rejet de proposition de loi pour la révision de la Constitution. Et qu'il avait dit, le ministre Diogbenou. Et c'est à quelle occasion il a dit? Il dit, si, parce qu'ils ont compris aujourd'hui que les gens qui se sont entendus avec eux, tous ceux qu'ils ont approchés, qui ont dit oui, c'était urgent, c'était nécessaire qu'on aille à ça, qui, dans la salle, on ne sait pas ce qui s'est passé, qui ont fait autre chose, vu toute la confiance qu'on avait placée en eux. Et le président et le ministre Diogbenou disaient, ah oui, le président me l'a dit, que désormais il a compris que les gens sont en train de faire de la politique. Et le ministre Diogbenou disait, si la politique doit se faire avec la rage, nous aussi on va le faire avec la rage. Si ça doit se faire avec la rue, nous allons le faire avec la rue. Mais qui sont les rusés, les enragés du départ? C'est ceux qui ont lutté pour rejeter la Constitution malgré tout ce qu'il y avait de bons gens. Voilà. Donc la rue c'est de leur côté justement. Et le ministre Diogbenou a dénoncé ça. Pour dire ce que vous avez fait ça, ce que vous avez fait là, on appelle ça la ruse, on appelle ça la rage. Voilà, c'est bien clair désormais. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Voilà. Le dernier, les 16 millions. Oui. Voilà encore quelque chose qu'on ne comprend 30 secondes rapidement. Oui, 30 secondes. Oui. C'est-à-dire qu'on savait comment les choses se passaient dans ce pays. Les choses se passaient de cette façon que, bon, tout le monde dépense comme il veut. Les ministres, les DG, tout le monde dépense. Et vous voyez, un ministre qui peut-être, ou un DG qui est à 500 millions, peut s'en sortir avec 20 millions à la fin du mois, ou même 30 millions. Maintenant, on fiche tout ça. Où tu cherches à acheter ton carburant et tout dedans, on connaît. Là, tu ne touches plus à rien. On fait l'État, on fait l'économie à qui? À l'État, non? Mais les gens n'ont pas compris et ils ont vu seulement le chiffre et ils parlent. Je pense que c'est des réformes pour faire économie au pays. On doit comprendre et expliquer au BAP, encore que c'est nous les intellectuels qui embobinent dans la situation, qui dit ce qui ne tient pas la route. Monsieur Godonon, c'est la fin donc de cette émission. Oui. Vous avez donc quelques secondes pour votre mot de la fin. Merci monsieur le journaliste, c'est un plaisir pour moi donc d'avoir eu cet entretien avec vous ce matin.
qui est une première. Certainement qu'il y a d'autres qui vont ça dépend de l'actualité. On va vous solliciter qui vont suivre. Oui. Je dis merci aux uns aux autres. Merci donc aux promoteurs donc de la radio. Merci à vous, le journaliste. Merci à tous les hommes de l'ombre qui nous ont aidés à faire cet entretien. Merci aux fidèles auditeurs qui nous ont écoutés, qui ont apporté donc leur contribution. Je n'aurai pas grand-chose à dire. C'est que les Béninois que nous sommes impatients et je voudrais inviter les uns et les autres à la patience. J'ai expliqué à foison ce que représente ce pouvoir pour nous et qu'il fallait ça. Donc que les uns et les autres reconsidèrent donc leur position et savent que tout ce qui se fait, c'est pour le bien donc de la population. L'avenir de demain, c'est pour les jeunes. L'avenir de demain, c'est pour les jeunes. Et les jeunes n'ont pas le droit de rester en rade à soutenir ce président et parfois même à dire ce qui ne va pas parce que c'est pour nous ce qui se fait. Parce que si on ne laisse pas un pays demain, excusez-moi, où il fait bon vivre pour tout le monde, où les jeunes par leurs efforts peuvent émerger sans des appuis ou quoi que ce soit, ce ne serait pas bon. Et c'est ce qui a toujours plombé ce pays. La coalition Bénin en route est toujours engagée. Et sera toujours engagé derrière le président de la République qui fait davantage confiance aux jeunes et nous l'encourageons dans ce sens. Merci pour toutes ces analyses et pour toutes ces explications. Retrouvez donc en rediffusion cette émission demain lundi à 15h sur les antennes de Océan FM. Dimanche prochain, c'est le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Hungbeji, qui sera dans ce studio pour faire un peu le bilan des 2 ans de gouvernance du président Patrice Talon et ses 3 ans à la tête du Parlement béninois.